Merci. Bonjour. Donc, je travaille dans un laboratoire qui est spécialisé dans la synthèse de nanomatériaux et dans l'équipe où on fait vraiment des nanoparticules. Et l'idée, c'est vraiment de contrôler la structure cristalline, la taille et la morphologie des particules parce que ça va induire des propriétés spécifiques en fonction justement de cette taille, de cette morphologie. Donc l'idée, c'est de former évidemment des nanocristaux, parce que c'est quand même mieux quand c'est cristallisé, même si certaines propriétés peuvent être observées pour des matériaux qui ne sont pas cristallins. Mais nous, on cherche plutôt des nanoparticules cristallisées. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler la taille. Bon, là, c'est un procédé connu, mais nous, on va essayer de contrôler aussi la taille des nanoparticules. L'échelle du dessus, ça va être de contrôler les morphologies des particules, pour essayer justement de voir si la morphologie pour une même structure est importante pour la propriété derrière. Et puis enfin, et c'est ça qui est maintenant de plus en plus d'actualité, parce que finalement, comme ça a été dit précédemment, le contrôle de la taille et de la morphologie, on arrive à peu près à le faire. Maintenant, on passe à une échelle au-dessus, et on va essayer d'organiser ces particules pour faire de ce qu'on appelle des structures hiérarchiques. Alors, là, je vais vous présenter deux exemples, le titane, enfin l'oxyde de titane et les oxydes de manganèse, parce qu'il y a des applications assez importantes et parce que la chimie est très versatile. Et donc on arrive à avoir comme ça des panels de particules avec des tailles et des morphologies différentes. Donc le titane a 3 phases cristallines observées à température ambiante. Donc le rutile qui est la phase la plus stable, l'anatase qui est très connue parce que c'est tout ce qui est photovoltaïque, photocatalyse, c'est l'anatase qui est utilisée. Et puis une autre phase qui est la brochite, qui est aussi intéressante pour ce genre de propriétés. Alors l'idée, c'est de dire, les propriétés justement dépendent de plein de choses, de la structure, de la stabilité des phases. Le rutile va être stable à haute température que les autres ne vont pas l'être. Donc on va avoir des propriétés optiques et électroniques différentes. Donc les applications sont très connues pour le titane, on en a déjà parlé, mais en particulier le rutile est utilisé comme pigment blanc, donc dans tout ce qui est les plastiques, donc toutes les machines à laver, etc., tout ce qui est électroménager, c'est le blanc, c'est le titane, les peintures, évidemment, le papier, et les cosmétiques. Donc ça, on pourra reparler justement de la toxicité dans les cosmétiques. L'anatase est connue donc, pour toutes ses propriétés photocatalytiques et photovoltaïques. Et par contre, la brochite, on ne connaît pas trop ses applications parce que c'est une phase qui n'a pas, jusqu'à peu de temps, été isolée seule, donc finalement n'a pas été beaucoup utilisée. Pour le manganèse, finalement, on a énormément de phases, donc d'oxydes, MnO2, donc avec différentes structures, des oxyhydroxydes ou des hydroxydes. Alors les propriétés du manganèse, enfin des oxydes de manganèse, ce sont des pigments aussi, alors des pigments plutôt noirs ou marrons. C'est utilisé, alors ça classiquement dans les piles sèches classiques, les piles Leclanché, et puis ça sert aussi beaucoup dans l'industrie chimique et pharmaceutique et dans l'industrie du verre, donc pour colorer ou décolorer le verre. Alors pourquoi le nano ? Finalement, pourquoi on s'évertue à avoir des particules nano ? On essaye d'avoir ces tailles de particules parce que ça a des propriétés un peu spécifiques. Alors, je vous illustre ça avec une batterie au lithium. C'est les batteries qu'on trouve dans nos téléphones portables. On a comparé, alors je ne vais pas vous détailler ça, mais en gros, plus ici c'est large, plus la charge et la décharge de la batterie seront longues. Donc, mieux la batterie marchera. Enfin, elle sera intéressante pour nos applications. Donc, on a comparé du TiO2 rutile massif, donc des particules qui sont plus grandes que le micron, des particules nano, mais c'est du nano commercial, donc c'est du gros nano, donc c'est autour de 100, voire au-dessus nanomètres, et puis des petites particules de rutile qu'on avait synthétisées, qui sont en dessous de la centaine de nanomètres, qui font à peu près 80 nanomètres par 20 nanomètres. Et on voit qu'effectivement, on arrive à modifier donc, la capacité de la batterie à se charger, à se décharger, en fonction de la taille de particules. Donc on se rend bien compte, et là, on voit que ça charge et ça décharge énormément. Donc ça pourrait être intéressant justement pour l'application batterie. Alors on voit qu'effectivement, on a différentes réactivités, qu'on améliore le comportement pour ces applications, d'où l'intérêt d'utiliser ces nanoparticules. Alors l'important, c'est de comprendre, de connaître l'état de surface. Alors pourquoi ? Quand on a une grosse particule, finalement, ici, tout ce qui est en bleu clair, là,
c'est ce qu'on appelle le volume, c'est-à-dire que les propriétés, la structure, sont vraiment celles de ce qu'on peut observer dans les particules massives. Et vous voyez qu'en bleu foncé, c'est ce qu'on appelle la surface. Donc la proportion surface sur volume, enfin le rapport surface sur volume n'est pas très grand. Par contre, quand on diminue la taille des particules, vous voyez qu'on a très très peu de volume pour beaucoup de surface. Or, c'est cette surface-là qui est réactive, et c'est pour ça que les nanoparticules sont très réactives. Alors, c'est pour ça que nous, on essaye d'en faire. Alors, il y a un problème, là, ça c'est en indice, mais ce n'est pas grave. On essaie de faire des oxydes, ou oxyhydroxydes, de cations métalliques. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est intéressant pour ces applications-là. Et on essaie de les faire dans des conditions douces. Donc, Jacques, ce matin, vous a présenté un petit peu ce genre d'approche. On va précipiter, alors, je vais peut-être vous le montrer. On va précipiter donc par chimie douce. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on part d'un sel. Alors, ce n'est pas le sel de cuisine, hein, NaCl, mais c'est des sels du même type, chlorure de manganèse, chlorure de titane ou nitrate de fer, etc., qu'on va mettre dans l'eau. Ça devient soluble. Et ces espèces-là sont plus ou moins acides. Donc, si on change le pH de ces solutions, on va pouvoir obtenir ces oxydes, ou oxyhydroxydes, ou hydroxydes. Donc, nos leviers pour contrôler cette synthèse, ce sera le pH, la température de synthèse, donc toujours en dessous de 100 degrés puisqu'on est dans l'eau, hein, et la durée de synthèse. Et éventuellement, on peut ajouter des ions en solution qui peuvent plus ou moins complexer et modifier un petit peu la réactivité de nos cations métalliques. Alors, grâce à ça, on arrive à avoir un contrôle structural, dimensionnel et morphologique de nanoparticules. Et là, c'est juste, entre guillemets, cette chimie, elle est douce, donc on est en dessous de 100 degrés, elle est plus ou moins verte, dans le sens où on utilise des solutions aqueuses et qu'on n'utilise pas des précurseurs organiques, ce que l'industrie n'apprécie pas du tout, du fait de sa toxicité et du coût. Alors, comment on fait ? Très simplement, hein, sans rentrer dans les détails, on va partir donc de notre sel précurseur et on va changer le pH. On va mélanger le tout et puis on va mettre à l'étuve pendant un certain temps. Ensuite, on va centrifuger et laver les particules et on obtient la poudre si on veut un solide, ou sinon on peut avoir une dispersion, comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les particules qui sont stables en solution. Une autre manière de faire, et c'est souvent comme ça qu'on fait pour le manganèse, c'est qu'on va déjà fixer le pH des précurseurs ici, on va mélanger les deux et puis on va simplement mettre à l'étuve pour former nos particules. Alors, même si dans mon titre j'écris bibliothèque, ce n'est pas un catalogue que je vais vous faire, c'est vous montrer que finalement avec justement ces leviers très simples de pH, de température, etc., on arrive à vraiment contrôler des choses. C'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de photos. Et en particulier, vous voyez que pour des phases pures, vous voyez qu'on arrive à avoir pour différentes structures des morphologies bien définies par la structure cristalline. Donc on peut avoir des bâtonnets parce que ça va pouvoir croître dans une direction de façon préférentielle. On va avoir ici d'autres bâtonnets ou alors quelque chose qui est un petit peu original, ces petites ailettes là. On peut avoir autre chose aussi, c'est-à-dire que pour la même structure, on peut modifier la morphologie. Par exemple ici, et encore une fois, c'est juste en jouant sur les conditions de synthèse. Donc ici, dans certaines conditions, on va avoir des petites plaquettes relativement fines et larges. Et puis si on change les conditions de synthèse, on va avoir ce qu'on appelle un core shell, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours ces petites plaquettes, mais par-dessus, on va avoir reprécipitation du même oxyde qui va former une sorte je ne vais pas trouver le nom, d'éponge, on va dire, autour de la particule. Et ça, c'est ce qu'on appelle une synthèse one-pot, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une fois les plaquettes et ensuite on a refait la synthèse par-dessus. Tout se fait en même temps. Simplement, on s'amuse à jouer sur la vitesse de réaction, qui fait que finalement, on a deux étapes qui nous forment deux types de précipitation. Et là, encore un autre exemple, on change encore les conditions, et cette fois-ci, au lieu d'avoir des plaquettes, on a des sphères avec cette même couronne autour. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Alors ça fait peut-être des belles photos, certes. C'est vrai que, comme disait Nadine, c'est intéressant d'avoir des jolies photos de temps en temps quand on est devant le microscope, mais surtout que les propriétés ne vont pas être les mêmes.